Bien, mesdames et messieurs, merci d'être venus si nombreux pour la présentation des conclusions de la commission d'enquête sur l'utilisation des aides publiques aux grandes entreprises et à leurs sous-traitants, que j'ai l'honneur de présider et dont mon collègue Fabien Gay est le rapporteur. Vous ont été remis le rapport de la commission d'enquête ainsi que d'un document intitulé « L'essentiel » qui en présente une synthèse. Avant de céder la parole au rapporteur, je voudrais rapidement rappeler quelques points. Tout d'abord, quelques chiffres clés sur nos travaux. Entre février et juin, nous avons organisé 58 auditions plénières, toutes publiques et diffusées en direct, soit environ 87 heures de travaux. Nous avons entendu 33 dirigeants de grandes entreprises qui constituent les fleurons de l'économie française et internationale. Sans prétendre à l'exhaustivité, nous avons également entendu 2 ministres en fonction, 2 anciens ministres, 2 présidents de conseil régional, mais aussi des personnalités qualifiées, des journalistes, des économistes, des représentants des corps de contrôle, des directions générales des ministères, les partenaires sociaux et la Commission européenne. Deuxième point, alors que les commissions d'enquête font actuellement l'objet de plusieurs critiques dans les médias, je voudrais souligner que nous avons scrupuleusement respecté les règles fixées par l'ordonnance du 17 novembre 1958, ainsi que le principe du contradictoire. Les questions posées par le rapporteur aux personnes auditionnées étaient toujours argumentées, sourcées et respectueuses, comme chacun a pu le constater sur les vidéos mises en ligne. Je voudrais à cette occasion saluer le travail méticuleux du rapporteur, avec lequel, je le dis avec beaucoup de franchise, j'ai eu plaisir à échanger et à travailler depuis la création de la commission le 15 janvier dernier. Troisième point, les dirigeants des grandes entreprises auditionnées ont, à quelques exceptions près, répondu de manière transparente et précise à nos questions, en suivant vraisemblablement l'exemple de M. Florent Ménégo, président du groupe Michelin, qui avait été le premier auditionné dès le 18 mars. Quatrième point, les personnes que j'avais convoquées en ma qualité de président de la commission d'enquête n'ont pas manifesté de mauvaise volonté particulière sur la date de leur audition, à l'exception de 2 entreprises, il a fallu batailler un petit peu. Je déplore en revanche le refus de M. François Hollande, manifesté à 2 reprises, d'être entendu par la commission d'enquête sur le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, le fameux CICE. Il a considéré que la commission pouvait, je cite, « se former une opinion parfaitement documentée par l'audition des ministres compétents et des chefs d'entreprise concernés ». Certes, en sa qualité d'ancien président de la République, il n'était pas soumis aux dispositions contraignantes de l'ordonnance de 58. Autrement dit, un ancien président de la République n'est pas convoqué, mais seulement invité par une commission d'enquête. Mais j'observe que M. Hollande avait accepté d'être entendu par 2 autres commissions d'enquête. Ce refus, que d'aucuns pourraient qualifier d'esquive, voire de dérobade, est fort regrettable car elle a privé nos concitoyens de ses explications sur les justifications apportées au CICE et sur le regard qu'il porte sur son bilan, alors que ce dispositif coûteux avait été au cœur de son quinquennat. Et enfin, dernier point, nos auditions ont été très suivies sur les réseaux sociaux, dans la presse, alors même que le rapporteur, les membres de la commission et moi-même, nous nous sommes astreints à une cure de silence médiatique tant que le rapport ne serait pas publié, conformément à ce que prévoit l'ordonnance de 1958 précitée. Voilà, je vous remercie encore pour votre présence. Nous aurons le temps que vous voudrez pour les échanges, les débats, à répondre à vos questions. Dans un premier temps, je vais donner la parole, bien volontiers, à notre rapporteur Fabien Gay. Merci. Merci, cher Olivier. Bon, bonjour à toutes et tous. D'abord, je voudrais remercier sincèrement et chaleureusement le président Rietmann. Je crois qu'on fait honneur au Parlement lorsque 2 personnes, 2 personnalités, de partis différents sont en capacité de mener des auditions de façon respectueuse, dans un dialogue permanent, dans la bonne humeur aussi, parce que je pense qu'on peut parler toujours de sujets sérieux tout en étant de bonne humeur. Et je pense que nous avons eu un débat d'intérêt général et d'intérêt public. Donc je voulais te remercier sincèrement. Je remercie aussi l'ensemble des collègues qui sont ici. Beaucoup d'entre elles et eux ont été très présents pendant les auditions et je voulais les remercier. Évidemment, remercier aussi l'administration qui a fourni un travail remarquable et j'associe Olivier à ces remerciements
Et d'ailleurs, nous en redirons un mot. Et un des responsables, M. Bouquerel, qui est ici, et avec lui l'ensemble. Et puis mes équipes, évidemment personnelles, qui ont fourni un très gros travail. Et finir par dire que j'ai eu des dizaines de salariés, de syndicalistes pour préparer ces auditions. Donc je veux saluer leur engagement là aussi pour m'avoir donné un certain nombre d'informations qui, je crois, ont été utiles pour rechercher la vérité. Alors, quelques mots avant d'en venir aux 26 recommandations de pourquoi le groupe communiste a demandé cette commission d'enquête, pour deux raisons. La première, c'est qu'il y avait un contexte politique, social et budgétaire très, très bouillonnant au mois de novembre dernier, lorsqu'on a imaginé déposer cette commission d'enquête que nous avons commencé au mois de janvier. Je rappelle que 2024, c'est 664 PSE qui ont été ordonnés. Ça a environ 300 000 emplois menacés ou supprimés, et notamment deux questions. Michelin, la fermeture des sites de Vannes et Cholet, 1200 emplois supprimés, et Auchan, 2300 salariés qui perdaient leur emploi et 10 magasins. Et donc le Premier ministre de l'époque, Michel Barnier, s'était engagé devant le Parlement à demander des comptes à ces deux entreprises. On tient aussi à vous le signaler que lorsque nous avons auditionné l'IGF, elle nous a dit qu'elle n'avait pas eu le temps parce qu'elle était sur un dossier. D'ailleurs, c'est public, donc c'était le dossier Sanofi qui, lui, n'a pas été rendu public, mais qu'elle n'avait pas eu le temps de déclencher l'enquête. Et lorsque nous avons auditionné monsieur Éric Lombard, il nous a dit qu'il n'avait pas adressé de lettre de mission à l'IGF. Donc, je le dis, il y a une problématique, c'est que lorsque le Premier ministre s'engage devant la représentation nationale à demander des comptes à deux entreprises, que plus de 7 à 8 mois après, ça ne soit pas fait est une problématique. Et la deuxième chose, c'est évidemment dans un contexte budgétaire, avec nos différences et différences d'appréciation, de vote. Nous étions dans un budget extrêmement contraint pour les services publics, etc. On recherche encore 40 milliards d'économiques et nous pensons, les uns et les autres, que chaque euro dépensé doit être un euro utile à la société. Et donc, dans un contexte où il y avait parfois de l'incompréhension ou de la colère de voir des entreprises, des grandes entreprises, toucher des aides publiques, verser des dividendes, racheter des actions ou licencier, il était légitime que nous posions la question: à quoi sert l'argent public par les grandes entreprises? Alors, ce que nous avons appris, peut-être pour m'en tenir à deux choses. La première, ce qui nous a stupéfait, je peux utiliser ce terme, c'est qu'il n'existe aujourd'hui aucune définition précise des aides publiques, qu'il n'y a quasi aucun tableau de suivi et d'évaluation, qu'il existe 2252 dispositifs d'aide d'État direct ou indirect, budgétaire, fiscal, classés ou déclassés, ou d'exonération de cotisations patronales, et qu'en réalité, il n'y a aucun tableau centralisateur. Donc, l'administration a été incapable de nous dire combien elle donnait, à qui et à quoi cela servait. Donc, c'est un des premiers enseignements. Et d'ailleurs, je tiens à le dire, des premiers gros travaux de cette commission d'enquête, qui sera un des points forts, c'est que pour la première fois, nous donnons un chiffre objectivé à partir des éléments que nous ont fournis les différents ministères que nous avons collectés. Je veux remercier les services du Sénat qui ont fourni un énorme travail, et notamment les deux data scientists qui ont fait. Et donc, pour l'année 2023, qui était notre année de référence auquel nous avons demandé, nous pouvons vous dire que l'argent public, donc les différentes aides, c'est 211 milliards d'euros. Et donc, pour la première fois, il n'y a plus d'estimation, d'approximation. Je rappelle que, par exemple, l'INSEE parlait d'un plancher de 70 milliards. Le président de la République, lors d'une intervention télévisée il y a quelques semaines, de 98 milliards. Éric Lombard, lorsqu'il est venu devant notre commission, a avancé le chiffre de 150 à 155 milliards. D'autres, par exemple, Mme Agnès Verdier-Moulinier, parlait de 20 à 28 milliards. Des économistes parlaient de 200 milliards. Bref, je veux saluer quand même le travail de France Stratégie et des économistes du CLERC, qui sont les chiffres qui se rapprochaient le plus de celui que nous vous donnons. Donc aujourd'hui, pour la première fois, les parlementaires et l'ensemble du public peut dire que un des premiers budgets de l'État, c'est les aides publiques à travers
211 milliards. Je crois que c'est un atout et une garantie. La deuxième chose, c'est qu'il y a une grande confusion, en réalité, entre les termes éligibilité, critérisation, conditionnement, contrôle, suivi et évaluation. Il n'existe aujourd'hui pas de critères d'éligibilité, c'est-à-dire qu'on a posé la question, est-ce qu'une entreprise française qui concourt à des aides publiques respecte-t-elle la loi française? Ça n'existe pas. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a peu ou pas de conditions pour les aides d'État demandées en contrepartie à des entreprises. Donc il est difficile de demander a posteriori à des entreprises de respecter des conditions auxquelles on ne lui a rien demandé au départ. Par contre, il faut noter que, Olivier l'a dit, les deux présidents de conseils régionaux nous ont dit que sur les aides régionales, il y avait des conditions parfois strictes, y compris de remboursement si les questions n'existaient pas. Donc là, il y a une vraie amélioration. Enfin, le contrôle existe. Le contrôle, mais se limite à un contrôle fiscal. Nous voulons saluer l'ensemble des agents de la DGFiP qui réalisent ces contrôles. Une grande entreprise est contrôlée tous les 4 ans. Et donc, le contrôle se résume à un contrôle fiscal. Enfin, il y a peu ou pas de suivi et d'évaluation, ce qui est une très grande problématique. Il existe quelques études éparses sur quelques dispositifs, mais rien ne réunissant évidemment l'ensemble. J'en viens maintenant très rapidement aux recommandations. Je tiens à resaluer que nous avons donc fait 26 recommandations que nous avons réparties en 4 grandes parties. Et je tiens à souligner que nous avons voulu rechercher ensemble un consensus et que le rapport a été adopté à l'unanimité après un débat que nous avons eu, certes légitime. Donc les 26 recommandations ont toutes été adoptées à l'unanimité, même si après chacun et chacune garde évidemment sa liberté de parole sur telle et telle question, et mes collègues y reviendront. La première, c'est un choc de transparence, avec 4 recommandations. Je crois que Olivier l'a redit. Une des questions, moi, qui m'a sensibilisé, c'est que M. Ménégo, comme M. Pouyanné, qui ont été les deux des 3 premiers, ont donné les chiffres. Je ne m'y attendais pas. Je dois une transparence totale. Et donc, ça a donné le là pour les 33 autres PDG, avec une ou deux difficultés, mais ce n'est pas grave, on a réussi. Et donc, je veux saluer, d'ailleurs, leur effort. Donc, nous voulons poursuivre cet effort de transparence, d'abord en demandant à l'INSEE, maintenant que nous avons mis à jour le tableau de 211 milliards, qu'elle le tienne régulièrement, que le Haut Commissariat au plan et à la stratégie continue et publie chaque année un rapport, et peut-être, au même titre que le COR, le Conseil d'orientation des retraites, créer en son sein un observatoire des aides publiques qui pourrait regrouper chefs d'entreprise, syndicats, parlementaires, élus régionaux ou de collectivités. Enfin, une mesure auquel je tiens, puisque j'ai reçu des milliers de messages de salariés, y compris j'ai continué à me déplacer. J'étais la semaine dernière encore à Dunlop avec les salariés de l'Allier, j'étais à Sanofi sur le site d'Amélie, enfin bref, j'en ai fait beaucoup. Et je continuerai d'ailleurs à l'issue de ce rapport. Je pense que le meilleur endroit pour réaliser ce devoir de transparence est au sein même de l'entreprise. Donc nous donnons des nouvelles prérogatives au CSE. Chaque année, le montant des aides publiques doit être donné et un débat doit s'organiser au sein même de l'entreprise. La deuxième chose, c'est un choc de rationalisation. Permettez-moi, il y a 14 recommandations, je ne vais pas m'arrêter sur toutes, mais peut-être celles auxquelles nous tenons tous. Nous voulons changer la doctrine des aides publiques. Par exemple, nous posons une question en commun, est-ce qu'un projet rentable doit être accompagné? Nous ne le pensons pas. Par exemple, à l'instar de M. Pouyanné, nous proposons plutôt de favoriser les avances remboursables. Nous donnons de l'argent à une entreprise et s'il y a un retour à bonne fortune, la puissance publique retrouve ses deniers publics et nous pensons que c'est une bonne manière de faire. Enfin, les chefs d'entreprise nous demandent de la lisibilité, de la visibilité, de la stabilité. Donc nous proposons par exemple qu'il y ait des études d'impact qui soient réalisées, un test PME auquel Olivier pourra revenir parce qu'il y tient et c'est sa proposition et d'ailleurs nous voulons l'adopter. Et nous disons, dès le départ, il faut être clair. Une aide, un objectif, une condition. Et à la fin, si nous donnons de l'argent public pour l'emploi, au bout de 3 ans, c'est vérifiable. Il y a eu de l'emploi maintenu, c'est bon. Il y a eu de l'emploi retranché, ce n'est pas bon.
On donne de l'argent pour la décarbonation, on fait la décarbonation, c'est très bien, on n'en fait pas, il faut revoir. Donc là, nous avons à progresser. Enfin, deux questions, parce que nous avons plus particulièrement vu les PGE, donc nous proposons, puisque les entreprises sont en difficulté, il y a entre 33 et 38 milliards encore, nous proposons de prolonger sur 10 ans. Enfin, le crédit d'impôt recherche, qui a beaucoup focalisé notre rapport. Nous proposons de réduire le périmètre et sur la sous-traitance, ce qui d'ailleurs la sous-traitance s'organise parfois au sein de l'Union européenne. La deuxième chose, d'exclure certaines périmètres d'activité qui n'ont pas à recourir au crédit d'impôt recherche. Enfin, nous avons vocation à ce que la recherche ensuite débouche sur de l'industrialisation et donc nous voulons un bonus pour les entreprises qui industrialisent. Par exemple, ST Microélectronique a bénéficié d'argent public pour un microprocesseur développé à Tours et l'industrialisation se réalisera en Chine. Ben nous, demain, s'ils le font en France, ils auront un bonus. Le troisième chose qui est pour moi le cœur du rapport, c'est 4 propositions autour d'un choc de responsabilisation pour recréer du lien et de la confiance entre les citoyens, les salariés et l'entreprise. La première, nous proposons que les entreprises condamnées définitivement, je le dis, pour fraude fiscale, travail illégal, discrimination systémique ou atteinte à l'environnement ne puissent plus concourir pendant 2 ans aux aides publiques. La deuxième chose, c'est que nous pensons que lorsqu'il y a une délocalisation totale ou partielle, il faut un remboursement de toutes les aides publiques sur les 2 dernières années. La troisième chose qui est très importante, et je tiens à saluer mon collègue à côté de moi, Daniel Fargeot, qui a émis cette idée, l'argent public ne peut pas servir les actionnaires, donc nous proposons de déduire du montant distribuable les aides publiques hors exonération de cotisations patronales. C'est-à-dire que si vous avez 1 milliard d'euros de distribuables et que vous touchez 200 millions d'aides publiques hors exonération, vous ne pourrez verser à les actionnaires que 800 millions. Enfin, c'est un symbole, mais de manière éthique, nous proposons et nous demandons à Michelin de rembourser les 4,9 millions d'euros qui a servi en 2019 à acheter 6 machines-outils qui n'ont jamais vu un site français. Monsieur Ménégo, devant notre commission d'enquête, s'est engagé, si la question lui était posée, à rembourser. Monsieur Bruno Le Maire, ancien ministre de l'économie, a dit qu'il n'y était pas opposé, même s'il n'est plus en responsabilité. Monsieur Lombard a dit qu'il verrait. Donc nous proposons de manière éthique que Michelin rembourse. Enfin, et pour finir, évidemment, un dernier choc d'évaluation. Il faut suivre les politiques publiques, les évaluer. 4 recommandations que les parlementaires, évidemment, disposent, par exemple, des 15 niches fiscales les plus grandes, chaque année d'une évaluation, ou que lorsqu'on pérennise une niche fiscale au-dessus de 50 millions, tous les 3 ans, nous puissions avoir un rapport pour permettre que le Parlement puisse voter un budget de façon éclairée. Voilà, chers journalistes, les quelques mots, et je finis par vous dire que ce choc d'évaluation se veut pour éviter le fiasco du CICE, dont le dernier rapport a montré que 120 milliards avaient été donnés sur 6 ans, 100 000 emplois créés alors qu'il y avait 1 million d'emplois annoncés. Et pour ma part, comme Olivier, je regrette que M. François Hollande soit le seul à ne pas être venu, d'autant plus qu'il est toujours prompt à prendre la parole et à débattre. Et s'il le souhaite, je me rends disponible avec d'autres collègues pour continuer à avoir ce débat avec lui sur le CICE. Je suis sûr que ça sera un débat d'intérêt public et d'intérêt général. Donc s'il nous écoute, cher François Hollande, je me rends disponible pour vous. Voilà les quelques mots et je vous remercie de votre attention. Merci, merci cher Fabien. Avant de vous donner la parole et de faire qu'on puisse échanger et répondre à vos questions, je voulais donner quelques précisions. Alors concernant François Hollande, bien évidemment, ça ne pourra plus se faire dans le cadre de la commission d'enquête, parce qu'une commission d'enquête, à part la loi de novembre 58, l'ordonnance, une durée limitée, et que le 14 juillet, cette commission d'enquête n'existera plus. Par contre, moi étant président, et Fabien en fait partie, ainsi que d'autres collègues, président de la délégation sénatoriale aux entreprises, si François Hollande veut être auditionné par la délégation sénatoriale aux entreprises, ça sera avec plaisir. Je voulais revenir sur des points qui me semblent très importants.
effectivement, vous avez vu que, et notamment, et c'est l'occasion pour moi de les remercier tous, notre administration a réussi, en allant chercher, en allant vraiment investiguer, à sortir un chiffre qui, lui, est aujourd'hui indiscutable, de 211 milliards en 2023 d'aides publiques. Je précise que ces aides publiques, alors que la commission d'enquête travaillait uniquement, enfin, c'était focalisé sur les grandes entreprises. Je parle des entreprises qu'on avait fichées comme plus de 1000 salariés et plus de 450 millions d'euros de chiffre d'affaires mondial. Ces 211 milliards concernent l'intégralité des presque 5 millions d'entreprises françaises, de la micro-entreprise qui en bénéficie aussi, puisque vous savez très bien que ça a fait l'objet de certaines discussions, notamment le seuil d'assujettissement à la TVA, donc bénéficier également d'aides fiscales notamment, jusqu'aux plus grandes entreprises. Et c'est sur ce grand éventail que reposent ces 211 milliards. Vous avez remarqué également que, en tout cas ça n'a pas transparu, mais ça ne sort pas du rapport non plus, sur ces 211 milliards, il n'y a pas de jugement de valeur. On ne peut pas dire qu'on a été choqué par les 211 milliards qui sont ressortis des résultats. Premièrement parce que déjà il n'y a pas d'évaluation, et c'est un regret qu'on fait dans le rapport, et donc sans évaluation réelle, impossible de dire si ces 211 milliards sont bien ou mal utilisés. Mais deuxième chose, c'est que 211 milliards, ça peut paraître énorme, mais je vous le dis sur 5 millions d'entreprises, mais si on regarde également ce qui se fait autour de nous, ne serait-ce que sur nos voisins européens, mais si on veut regarder du côté aussi des États-Unis, d'autres pays du continent américain, mais également du côté, là on a beaucoup moins d'informations, mais on sait que ça se fait à grands coups de subventions et d'accompagnement de l'État du côté chinois, on ne peut pas dire que la France soit un pays qui exerce un dumping particulier et qui, avec 211 milliards, soutient plus que les autres. Et n'oublions pas que nous faisons partie d'un système économique et entrepreneurial et industriel mondial, et que toute décision qu'on prend en France a des répercussions sur nos entreprises par rapport à ce qui se passe dans le monde. Donc il n'est pas question de dire que 200 milliards, c'est beaucoup trop ou c'est pas assez. En plus, on n'a pas noté que certaines entreprises, pardonnez-moi l'expression, mais se goinfrent. On a plutôt noté, Fabien l'a dit, que le contrôle est plutôt poussé et que de ce côté-là, pas noté, nous, dans nos investigations de fraude notoire aux aides publiques aux entreprises. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un vrai sujet de l'évaluation et de savoir, et c'est bien là notre souci, si chaque euro alloué à l'aide aux entreprises trouve quelque part son efficience, est efficace et permet, c'est quand même bien là le nerf de la guerre, de créer de la richesse. Et puis, enfin, deux derniers points. Fabien l'a dit, il est difficile aujourd'hui de réclamer de l'argent aux entreprises quand elles prennent des décisions qui vont à l'encontre d'une politique publique et de dire qu'il faut rembourser les aides dès l'instant où, dès le départ, vous ne fixez pas ces conditions dans le fait d'allouer ces aides. Ces conditions n'existent pas. Aujourd'hui, aucun dispositif dit que ces aides-là, si vous délocalisez dans l'année, dans les 2 ans, vous devrez les rembourser. Si vous ne réalisez pas les objectifs pour lesquels vous êtes engagé, vous devrez les rembourser. Ça n'existe pas. Et puis enfin, dernier point, moi je trouve l'Union européenne le fait déjà, c'est un point qu'a fait ressortir Fabien Gay, le saupoudrage. C'est-à-dire qu'on considère que dès l'instant où une aide publique est mise en place, dès l'instant où vous correspondez quelque part aux critères qui sont fixés, vous aurez droit à l'aide publique de manière plus ou moins importante. Que le dossier soit rentable ou pas avant le versement des aides publiques. J'insiste parce que c'est une préconisation que je trouve importante. L'Union européenne le pratique déjà, c'est ce qui nous a été dit dans l'audition, c'est que quand un dossier trouve sa rentabilité sans avoir besoin d'apport d'argent public, l'Union européenne ne le soutient pas à travers un apport d'aide publique. Alors bien évidemment, il ne s'agit pas de soutenir les canards boiteux et ceux qui ne trouveront jamais leur rentabilité, mais je pense qu'il y a moyen, par un bon rapport d'évaluation et un bon regard sur les dossiers, de trouver des dossiers qui ne trouveront pas leur rentabilité immédiate sans argent public, mais qui ont de vrais potentiels de rentabilité, de création de richesse, et même en rajoutant derrière qu'à retour à meilleure fortune, il peut y avoir remboursement. C'est ce que fait également l'Union européenne
par le biais d'avances remboursables. Et un tout dernier point, je voulais rajouter que on peut quand même se satisfaire de la mentalité et de la vision que peuvent avoir nos grands patrons sur les aides publiques, parce qu'ils ont tous été hyper transparents, à exception près, mais aussi sur le patriotisme qui dégage de ce qu'ils ont pu nous expliquer, parce qu'une chose est sûre, c'est qu'on n'est pas les champions du monde de l'aide publique, même si elles sont assez conséquentes, et que si chacun d'entre eux voulait trouver beaucoup plus de rentabilité, verser beaucoup plus de dividendes, ce n'est pas forcément en France qu'il resterait. Mais on a senti une vraie volonté de la part de ces grands patrons de considérer la France comme leur pays et comme le pays où leurs sièges sociaux sont installés et où ils ont une responsabilité de par leurs salariés et de par les aides qui leur sont apportées. Voilà, maintenant, à moins que Fabien ait quelque chose à rajouter, nous sommes à votre disposition. Merci. Alors bien évidemment, vous présentez à chaque fois que vous posez une question. Oui, bonjour à tous. Donc Grégoire Normand, La Tribune. France Stratégie avait publié un rapport il y a quelques années montrant que la France était championne des délocalisations. Au cours de votre enquête, est-ce que vous avez abordé des points un peu polémiques avec les chefs d'entreprise sur ces questions-là de délocalisation et d'aide aux entreprises? Merci. Pardon. On a, lors des 33 auditions, posé tout un tas de questions. D'abord, quel montant des aides publiques? J'ai toujours commencé à poser aussi la question des dividendes. On a eu des débats sur les rachats d'actions. Les chefs d'entreprise ont toujours aussi posé des questions et ont avancé. D'ailleurs, contrairement à l'administration qui était très difficile sur la question du secret fiscal ou secret des affaires, un certain nombre de patrons ont donné le montant de l'imposition. On a eu un débat sur le prélèvement obligatoire, sur le modèle social. Donc c'est pour ça que je dis qu'on a eu un débat plutôt de bonne tenue et éclairant et éclairé. Et enfin, à chaque fois, mais parce que peut-être c'est mon biais en tant que rapporteur communiste, régulièrement avancer les questions d'emploi. D'ailleurs, je précise que entre le moment où on a commencé nos auditions et à la fin, d'autres plans de licenciement, des plans de départ volontaire ont eu lieu. ArcelorMittal, 636 emplois menacés, supprimés, et le fait qu'ils ne décarboneraient pas les deux hauts fourneaux, mais potentiellement qu'un. Je rappelle que d'ailleurs les deux, c'était 1,850 milliard de données, dont 850 millions par l'ADEME, et donc 1 milliard par l'entreprise. Il y a eu aussi les deux sites de Sanofi, Amélie, et d'ailleurs on vient d'apprendre celui du Val-de-Marne, il y a encore quelques jours, qui vont être vendus. ExxonMobil, depuis, a annoncé la fermeture de son dernier site en France. Évidemment, ST Microélectronique, qui, quasiment quelques jours après, a annoncé un plan de départ volontaire de 1000 emplois en France. Ou encore LVMH, avec Bernard Arnault, qui supprimera 1200 postes dans sa filière Moët Hennessy. Donc effectivement, régulièrement, on a posé des questions autour de l'emploi, de l'utilisation de l'argent public, et y compris, il m'est arrivé de revenir sur des anciens plans de licenciement, alors pas en remontant sur 30 ou 40 ans, on va dire sur les 5 dernières années, à un certain nombre d'entreprises, ou leurs conséquences dans la sous-traitance, notamment concernant la filière automobile ou la filière aéronautique, parce qu'on a tous un tissu là de voilà. Donc effectivement, c'est des débats qui nous ont animés. Et d'ailleurs, les deux premiers que nous avons voulu auditionner, on était d'accord avec Olivier, c'était Michelin, j'ai rappelé pourquoi, et Auchan, parce que c'était les deux qui faisaient un peu l'actualité brûlante sociale. Et on a eu un débat, je le redis, avec M. Ménégo, de bonne tenue. On est en désaccord à la fin, pour ma part. On est en désaccord, mais ce n'est pas grave. Mais en tout cas, on a pu avoir un débat, y compris sur la compétitivité. Et d'ailleurs, dans le rapport, vous noterez que je veux remercier une nouvelle fois l'administration de la compétitivité avec les États-Unis, la Chine. Là aussi, on a voulu avoir des données objectivées, y compris dans le moment de guerre commerciale que nous vivons. Bon, voilà, donc c'est des questions qui ont animé notre commission et qui continueront au-delà. Voilà. Mais une des recommandations fortes, c'est qu'en cas de délocalisation, nous voulons le remboursement des aides publiques. Nous considérons qu'une délocalisation ne se prend pas un jour, elle est longuement préparée. Et donc, nous considérons qu'à un moment donné, lorsqu'on délocalise, il peut avoir y compris du désaccord entre nous
sur la question pourquoi, comment. Mais à la fin, si on décide de délocaliser, bon, il faut rembourser l'aide publique. Voilà. Sur les 2 dernières années, on ne remontera pas sur X années, mais sur 2 ans, on pense que c'est plutôt de bonne fortune. Voilà. Je vais donner mon point de vue parce qu'il vous a pas échappé que même si on s'est très bien entendu et on a très bien travaillé ensemble avec Fabien, on n'est pas issus du même groupe politique et on n'a pas forcément les mêmes convictions, notamment économiques. Fabien, chacun connaît ses positions. Moi, chacun sait que je suis plutôt un libéral, même très libéral. Sur les délocalisations, je vais vous donner un exemple. Parce que sur les délocalisations, jusqu'à maintenant, Fabien l'a très bien dit, rien n'interdit de les localiser, même si vous avez touché de l'argent public. Si on prend l'exemple du crédit impôt recherche. Le crédit impôt recherche, quand vous bénéficiez du crédit impôt recherche, pour faire de la R&D, les textes eux-mêmes ne vous obligent pas à faire la R&D en France. Dans votre propre entreprise, je veux dire, en interne. Vous avez la possibilité de le faire en externalisation. Mais dès l'instant où vous le faites en externe, les textes européens vous obligent à ouvrir vos R&D en externe à l'Europe entière. Donc ça veut dire que déjà à la base, la R&D, dès l'instant où elle est faite hors entreprise, qu'elle est faite entre guillemets en sous-traitance, d'office, elle peut se faire sur l'intégralité du territoire européen. Mais deuxièmement, l'industrialisation derrière des résultats de la R&D, aucun texte ne dit qu'elles doivent se faire en France, si ce n'est au moins en Europe. C'est pour ça que nous, on fait une recommandation où on dit que celui qui la ferait au moins sur le territoire européen, puisqu'il faut qu'on corresponde aussi au texte européen, aurait une bonification. Et le CIR va dans les 2 sens. Vous avez aujourd'hui des entreprises, notamment américaines, qui choisissent la France pour faire leur R&D, parce que c'est un avantage fiscal très aidé et sur lequel ils regardent, mais aussi parce qu'on a des ingénieurs très bons et pas chers par rapport aux ingénieurs américains, mais qui d'office derrière transfèrent la création de richesses et l'industrialisation sur le territoire américain. Donc oui, il y a eu des délocalisations, mais on ne peut pas dire aujourd'hui c'est une grave erreur et c'est de la fraude dès l'instant, parce que ça n'en est pas, dès l'instant où c'est autorisé dans les textes. Enfin, disons, rien ne contraint ou rien ne pousse à le faire sur le territoire, si ce n'est français, au moins européen. Oui, bonjour, Cédric Néo, la Gazette des Communes. Cédric Néo, la Gazette des Communes. D'accord, parfait, merci. Sur les 211 millions, est-ce que vous intégrez... milliards, décidément. Les 211 milliards d'aides, est-ce que vous intégrez les aides qui sont distribuées par les collectivités? Non. Ce sont, je le redis, les aides budgétaires, les aides fiscales classées et déclassées et les exonérations de cotisations sociales patronales. Pourquoi on n'a pas... parce que là, on a des données objectivées. C'est-à-dire que nous avons demandé les données aux différents ministères, nous avons compilé, et donc nous avons un chiffre précis. En ce qui concerne les aides européennes et les aides des collectivités, qu'elles soient régionales ou des COMCOM, des communautés de communes, nous n'avons pas de données, nous n'avons que des estimations. Donc on ne voulait pas que le chiffre que nous vous donnons, il soit à dire « ah oui, mais c'est une estimation ». Donc c'est 211 milliards pour les aides d'État, en dehors des aides européennes et des aides régionales. Alors les aides européennes, de mémoire, mais on me corrigera derrière, c'est 10 à 13 milliards si on compte la PAC, vous voyez. Donc là, on n'a qu'une estimation. Et sur les aides des collectivités, ça va de 1 à 3,5 si on prend les COMCOM et les aides régionales. Mais sur les aides régionales, on a une estimation autour de 2 milliards, mais qui reste une estimation. Donc comme on n'avait pas de données fiables, on n'a pas voulu les inclure. Vous avez cité un rapport de la Cour des comptes de 2023. Et dans ce rapport, il y a un chiffre qui indique qu'il y avait à peu près 8,5 milliards. Est-ce que c'est un chiffre que vous avez retrouvé ou du coup... Sur 8,5 d'aide aux entreprises. Par les collectivités ? Par les collectivités. C'est un chiffre qui était dans ce rapport. Comme vous l'avez cité, est-ce que vous l'avez... Oui, en fait, comme on n'a que des estimations, ouais. Je ne peux pas vous dire si ce chiffre est réel ou pas. Il semble correspondre.
Mais une nouvelle fois, nous, on voulait... Notre estimation était entre 7 et 8, si Voilà. je me rappelle bien, sur les aides. Mais nous, on voulait un chiffre précis, qui n'est pas discutable. Donc, pour la première fois, pour 2023, maintenant, on sait, les aides d'État, c'est 211 milliards. À partir de là, on peut avoir un débat, y compris un débat contradictoire entre nous. Faut-il prolonger, raboter, etc., tel ou tel dispositif? On a un chiffre objectivé. Pour le reste, en 6 mois de commission d'enquête, c'était un peu complexe d'aller jusqu'aux aides européennes et aux aides régionales. Mais si on fait la saison 2, peut-être aurons-nous le temps. Pardon, juste pour poursuivre sur cette question, Stéphane Loignon aux Échos, c'est pour ça que vous indiquez que c'est un ordre de grandeur compte tenu de l'indisponibilité de certaines informations? C'est parce que vous ne savez pas inclure dans les 211 milliards? Non, je redis bien, il n'y a pas d'ordre de grandeur. C'est écrit, hein. Non. Cette estimation n'indique qu'un ordre de grandeur compte tenu de l'indisponibilité de certaines informations. Voilà, pour le chiffre de 211, c'est un chiffre objectivé. Okay. Pour les autres, ce sont des ordres de grandeur parce que il y a y compris les communautés de communes, on n'a pas de chiffre officiel, donc on peut donner un ordre de grandeur, etc., etc. Par contre, pour le chiffre de 211, c'est le chiffre, l'état réel. Le reste n'est que des ordres. Pareil que je cite les aides européennes, on a un ordre de grandeur, effectivement, mais on n'a pas un chiffre précis. Si on avait le chiffre précis, on les aurait inclus et on le dirait. Voilà. Madame. Non, pardon, Aline Leclerc du Monde, pardon, je suis la question de mon collègue parce que du coup, donc vous dites les 211, on vous parlait vraiment pas d'une estimation, donc vous dites 211 milliards pour 2023. En 2023, compte tenu donc des barrières que vous avez mises, donc c'est 211 milliards. Je reviens là-dessus. Par quel miracle vous avez réussi, vous, à constituer ce chiffre en quelques mois quand on a vu l'impossibilité de toutes les administrations que vous avez reçues à le constituer, en fait? Il n'y a pas de miracle, il y a de la volonté politique et un gros travail de l'administration. Donc je rappelle deux data scientists. On a demandé dès le départ avec Olivier, mais on n'en a pas fait état, vous avez vu. Nous, on a travaillé dans l'ombre. On a envoyé, je ne sais combien de séries de questionnaires aux différents ministres. On a eu un dialogue quasi permanent avec le cabinet de M. Lombard, qui est en responsabilité aujourd'hui, et avec toutes les administrations qui ont, dès le départ, au bout de 3 semaines, dit sur un certain nombre de choses, on ne sait pas faire. Donc on a dit, on va y aller par étapes, vous allez nous donner donnée par donnée. Donc je pense qu'au cabinet de M. Lombard, de mémoire, mais on va me le redire, on a dû avoir au moins 3 allers-retours. J'ai eu plusieurs clés USB qui m'ont été remis, y compris par porteur. Donc à chaque fois, nous avons travaillé. Et quand on a eu une donnée d'ensemble, en fait, on a actualisé un vieux tableau de France Stratégie. Et à partir de là, avec les data scientists, on a pu, avec les données collectées, remettre à jour ce vieux tableau de France Stratégie pour 2023. Mais effectivement, c'est un grand étonnement, je dois vous avouer, que ça soit une commission d'enquête sénatoriale qui soit obligée de faire ce travail qui n'était pas fait jusqu'alors d'aujourd'hui par l'administration, est effectivement assez troublant. Voilà. Donc maintenant que ce travail est fait et qu'il a été, je le dis, et je défendrai l'institution sénatoriale, plutôt bien fait, nous demandons donc à l'INSEE et au ministère de prendre le relais et d'ailleurs de le mettre à jour pour 2024 et puis de préparer 2025, y compris pour que les débats budgétaires soient le plus éclairés possible. Vraisemblablement, chaque année, il bouge un peu. Alors, il y a des dispositifs qui sont un peu prolongés, d'autres un peu améliorés, d'autres un peu rabotés. Bon, le chiffre, il peut varier un peu. Mais c'est vrai que d'ici 2 ou 3 ans, ce tableau et ce travail que nous avons fait sera déjà obsolète. Donc, on se référera toujours au tableau de 2023 avec ce chiffre de 211 milliards, mais d'ici 3 ans, peut-être qu'il sera obsolète de 10 à 15 milliards, en plus ou en moins. En tout cas, la progression sur les 20 dernières années, elle est à la hausse. Voilà, ça, c'est réel. Avec bien évidemment des années exceptionnelles comme les années Covid ou l'agression de l'Ukraine par la Russie qui a fait qu'il y a eu beaucoup d'inflation derrière, un accompagnement au niveau du coût de l'énergie, de l'inflation sur l'énergie, avec là, bien sûr, les aides qui ont explosé, quoi. Oui, Caroline Félix de France Inter. J'avais juste une question sur technique, page 4, le dernier camembert. Il y a écrit que sur la synthèse
que les communes, en fait, sont le premier pourvoyeur d'aide publique aux entreprises, à hauteur de 40%. Est-ce que c'est en nombre d'aides ou est-ce que c'est en la somme totale? En nombre. En nombre d'aides, d'accord. Et est-ce que du coup les 211 milliards, enfin l'État est le premier pourvoyeur d'aide publique aux entreprises, enfin, voilà, par rapport à l'Union européenne ou à la, c'est vraiment le principal, quoi. Oui, bien sûr, Oui. très largement. Très largement, ok. Bien sûr. Merci. Mais on a quand même eu j'aime bien le citer parce qu'il est assez flagrant, cet exemple. Vous pouvez dire, mais ils ne sont pas choqués par les 211 milliards. Je vous donne un exemple qui nous a été mentionné par le patron de Safran sur les aides qui ont été allouées aux constructeurs d'un moteur complet pour le futur avion de chasse. Il reste aujourd'hui 4 constructeurs de moteurs d'avion complets dans le monde occidental, 2 aux États-Unis, 1 en France, 1 en Grande-Bretagne. Quand l'Europe met sur la table, via le CORAC, l'équivalent d'à peu près 500 millions d'euros d'accompagnement financier pour travailler sur le sujet à Safran, les États-Unis mettent 3,5 milliards d'euros à leurs constructeurs pour travailler sur les années qui viennent sur le futur avion et sortir le futur moteur du futur avion de chasse des États-Unis, mis sur le marché par les États-Unis. Donc, vous voyez qu'il faut quand même vraiment comparer ces chiffres et la comparaison nous permet de vraiment regarder à quel niveau on peut se situer sur les aides. Oui, voilà. Jérôme Lepêtre de l'agence de presse AEF. 2 petites questions. Une première sur la recommandation 17. Vous appelez à poursuivre la réflexion sur l'efficacité des allègements de cotisations. Dans quel sens cette réflexion doit être menée? Et deuxième question, est-ce que vous avez eu des échanges avec les cabinets après l'adoption du rapport et quels sont leurs retours sur des éventuelles sorties de vos propositions? Alors, justement, vous avez vu que on a, et je crois que c'est plutôt de bon ton, on n'a jamais caché nos différences politiques. Et lorsqu'on est arrivé dans cette commission, on est arrivé et on siège dans différents groupes politiques. Et on va ressortir, on resiégera dans les mêmes groupes politiques. Et donc, on a une vision de la société, une vision économique. Sur la question de l'exonération des cotisations sociales patronales, nous ne sommes pas d'accord. Et ce n'est pas grave. Donc on a eu un débat, ça atteint maintenant... Quand il dit nous, il ne dit pas nous. Oui, hein. c'est pas tout le monde, hein, c'est nous tous. Hein. Donc, Il dit nous, tu dis nous ne sommes pas d'accord. Ce n'est pas nous ici à table. Ah non, l'ensemble des membres de la commission d'enquête, nous, la commission d'enquête, les 19 membres, nous ne sommes pas d'accord et ce n'est pas grave. Donc on a acté des choses. On a acté pour la première fois que, autour des exonérations de cotisations, c'était une trappe à bas salaire. Et ça, Madame Vautrin, ministre des Solidarités, de l'Emploi, non pas de l'Emploi, des Solidarités, de la Santé, enfin bref, du Travail, enfin bon, le titre à la rallonge, a dit que, évidemment, c'était une trappe à bas salaire, ce qu'a reconnu d'ailleurs aussi Bruno Le Maire sur cette question. Donc, on admet ça et on le met dans le rapport, dans la recommandation, il y a 3 pages qui accompagnent ça. La deuxième chose, c'est qu'un certain nombre d'économies ne sont pas d'accord sur les efficacités, l'efficience des exonérations. Il y en a une qui réunit plutôt tout le monde, droite et gauche, et les exonérations au-dessus de 1,6 SMIC, donc ça c'est 20 milliards aujourd'hui, sont plutôt assez inefficaces sur l'emploi. J'entends sur l'emploi. Donc là, il y a une question... voilà. D'autres économistes prônent par exemple de raboter, d'arrêter toutes les exonérations en dessous de 2,5 et de concentrer au-dessus de 2,5 sur les hauts salaires. Il y a des collègues qui considèrent que ces exonérations de cotisations sont une compensation du coût du travail. Pour d'autres, ils considèrent que c'est un vol du salaire des travailleurs et des travailleuses. Je vous laisse savoir qui dit quoi et qui pense quoi. Bref, mais on va continuer à avoir ce débat-là. Donc, on s'est mis d'accord sur 2-3 choses que je viens de citer. Et puis, c'est un débat qui va nous animer au budget de la sécurité sociale.
Il aura permis, parce que la Commission des affaires sociales travaille régulièrement sur cette question, elle va nous permettre, de toute façon, il y a une question autour du modèle social, de son financement. Il a été posé d'ailleurs par Monsieur le Premier ministre, y compris avec une part peut-être de TVA sociale. Donc c'est des débats qui vont continuer à nous animer et à nous agiter. Donc nous, on a dit, continuons la réflexion. Voilà. Et la deuxième chose, pour l'instant, on n'a pas eu, à ma connaissance, mais de rapport avec les cabinets. On en a eu en amont pour construire ce travail. On présente le rapport. Mais on présente le rapport aujourd'hui, donc vous êtes les premiers, les journalistes et le grand public, et on sera amené, évidemment, à aller le présenter aux membres du gouvernement. Et de toute façon, on va continuer ce travail et à faire vivre ce rapport, évidemment. Sur la suite avec les ministères et l'administration, bien évidemment que nous on a le souhait de pouvoir présenter ce rapport. On vise Premier ministre et ministre de l'économie et des finances pour lui faire part de nos conclusions et de là où il faut aller, enfin ce que le rapport préconise, qui sont des pistes et des directions sur lesquelles il faut aller. Sur la réflexion qui est de notre point de vue nécessaire avec nos convictions différentes à poursuivre par la suite sur les exonérations et allègements de cotisations. Bon, tout ce que vient de dire Fabien montre qu'au niveau évaluation des dispositifs, on est dans les choux. La preuve, c'est que certains pensent que, c'est ce qu'a dit Fabien, d'autres pensent que, certains pensent qu'au-delà d'un 6, etc., d'autres pensent qu'il faut supprimer, d'autres pensent qu'il faut accélérer, etc. Alors, nos différences de conviction me fait, moi, dire qu'effectivement, les cotisations sont beaucoup trop élevées en France. Et on peut même jusqu'à se poser la question de savoir qu'est-ce que le travail doit financer de par les cotisations. Mais la question a déjà été posée sur la table. Pour l'instant, il n'y a pas la réponse. Est-ce qu'elle doit financer l'intégralité du modèle social en passant des arrêts maladie jusqu'aux accidents de travail, la retraite, etc. La question reste toujours en suspens, mais moi, je ne vois pas pour l'instant de réponses qui nous viennent, que ce soit de l'administration, d'évaluation, etc. Mais tout ça montre quand même bien qu'on vit en sous-évaluation des dispositifs qu'on met en place. Moi, je me rappelle très bien l'année dernière, au moment du vote du projet de loi de financement de la sécurité sociale, dans mes échanges avec le président de la Commission des affaires sociales du Sénat, l'excellent Philippe Mouillet, sur le choix qui était fait de, entre guillemets, rabot qui pouvait être appliqué sur les exonérations de cotisations sociales sur les salaires, le seul, parce qu'on n'avait pas d'évaluation qui nous remontait ni rien, le seul impact qui avait été recherché, c'était de savoir quelle diminution des exonérations impact sur l'emploi provoquait. C'est-à-dire, si on diminue de telle tranche à telle tranche les exonérations, quelle perte d'emploi ça va donner, si c'est de telle tranche à telle tranche, et on allait, je crois, de 3-4 000 emplois en moins, enfin licenciements, jusqu'à 60 ou 70 000 suivant le niveau. Mais ça, c'était que sur l'emploi, sur la création de richesse derrière, sur la compétitivité des entreprises, etc. Il n'y avait rien. Quand on parle de l'apprentissage, du dispositif d'accompagnement de l'apprentissage qui fait partie des aides considérées l'année dernière, vous avez des parlementaires, nous tous ici réunis, on devait se positionner sur quelles entreprises on va aider plus, sur quelles entreprises on va aider moins, où est-ce que c'est le plus efficace, quel niveau d'études, etc. Moi, je vous le dis franchement, ça a été un coup de rabot presque fait au doigt mouillé. Parce qu'aucun rapport d'évaluation n'est venu nous dire, là, l'aide à l'apprentissage est la plus efficace, là, elle a très peu d'impact. Alors moi, je veux bien que sur les exonérations, sur les salaires, on dise moins d'un 6, plus d'un 6, etc. En attendant, quand vous écoutez Louis Gallois, il vous explique que sur les salaires plus, on est les moins compétitifs d'Europe. Et que ça coûte très très cher d'embaucher un cadre sup en France par rapport à nos voisins européens. Et qu'en même temps, l'exonération sur les moins de 1,6 fois le SMIC, oui, ça coûte cher, mais ça permet de sauvegarder de l'emploi, mais en même temps, c'est une trappe à bas salaire. Donc, ça serait quand même bien de... C'est pour ça qu'on dit qu'il faut poursuivre, mais de manière efficiente et de manière à rechercher vraiment l'efficacité et pouvoir quand même avoir à un moment une doctrine établie sur le sujet et pas juste travailler au doigt mouillé en fonction des économies budgétaires qui peuvent être faites dans une situation aussi grave que la nôtre. Si tu permets juste, mais je t'en prie, oui. Juste, je veux évoquer une des auditions que nous avons effectuées, celle d'Honnête, des travailleurs et des travailleuses du nettoyage et de la sécurité. D'autant plus que ce sont des salariés qui habitent dans mon département.
c'est des salaires extrêmement bas. Et Émilie de Lambarès, la PDG d'Honnête, nous a confirmé que s'il n'y avait pas le modèle des exonérations de cotisations patronales, en vérité, l'entreprise ne tiendrait pas. C'est 185 millions et c'est quasi le chiffre d'affaires. Donc, c'est pour dire que c'est, pour ce secteur d'activité, une vraie problématique. Et si on venait à... le résultat, pardon. Et si on venait... Oui, je n'ai pas dit le chiffre. Pardon. Le résultat, pas le chiffre d'affaires, évidemment. Si on venait à raboter, l'entreprise ne tiendrait pas. Mais en même temps, ça pose la question, les clients, qu'ils soient des entreprises publiques, privées ou des services publics, de ne pas continuer cette compétition au moins-disant social qui ont des répercussions, évidemment, sur les modèles économiques. Donc vous voyez que ce n'est pas une question simple, y compris, je le dis en tant que rapporteur communiste, je pense le contraire d'Olivier. Je pense qu'il faut en revenir parce qu'y compris pèse maintenant sur le budget de la sécurité sociale un risque. D'ailleurs, depuis 1993, les exonérations. Et je rappelle qu'aujourd'hui, ça c'est une donnée objectivée aussi, les compensations, je crois que c'est 5 à 6 milliards qui manquent aujourd'hui de compensation de la part de l'État. Donc ça pose maintenant une difficulté. Quoi qu'il arrive, quelle que soit notre opinion, nous allons devoir régler. Mais je pense qu'en plus, c'est une vraie question de trappe à bas salaire, et je reprends cette question du nettoyage et des salariés de la sécurité. Je pense que nous ne pouvons pas dignement continuer à payer des hommes et des femmes qui sont les indispensables et les utiles de notre pays à des salaires avoisinant le SMIC qui ne leur permet pas de vivre dignement. Donc c'est une question, en tout cas, qui reste pleine et entière. Alors, enfin, le problème, c'est qu'on n'a jamais pris le souci d'un point de vue global. Et on le met dans le rapport. Toujours été point par point, ce qui fait qu'à chaque point, on apporte une aide et on ne l'évalue pas. On peut pas, je pense qu'on ne peut pas uniquement se poser la question de la compétitivité des entreprises sur les exonérations et des allègements de charges, même si ça en fait partie. Il faudrait que ça soit vu, et c'est un gros problème dans notre pays, c'est qu'on ne voit pas les choses. C'est ce qui explique 2252 dispositifs. Pas d'évaluer, mais on a l'impression que pendant un certain nombre d'années, il y a un souci, hop, aide. Et quand on met des aides, on se tranquillise. Et on ne les évalue pas, donc on les additionne. Et puis on arrive là. Je crois qu'on a une question, après on a une question visio. Ah oui, pardon. Monsieur Vigneault. Oui, bonjour, Marc Vigneault de l'Opinion. Je voulais savoir s'il n'y avait pas un choix un peu arbitraire de qualifier d'aide des exonérations de cotisations qui sont par définition une réduction d'impôt. Quand on enlève une réduction d'impôt aux particuliers, on leur dit qu'on leur augmente leur impôt. Là, les exonérations de cotisations qui sont parfois des exonérations permanentes depuis, qui sont intégrées. On parle tout le temps du CICE, mais le CICE, il a disparu, c'est une réduction de charges, donc c'est intégré dans le barème classique des charges, et on continue à parler d'aide publique. Est-ce que c'est pas juste une baisse d'impôt, une baisse de cotisation, enfin une baisse d'impôt sous forme de baisse de cotisation, et est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à compter 80 milliards d'aides publiques là-dedans? Allez, vas-y, commence. Non, mais c'est une question de principe. Je vous image cela. Si l'impôt est de 100 pour tout le monde et que vous décidez à partir d'un moment qu'il est trop élevé et que sur un dispositif qui, lui, n'est pas pérenne, l'impôt reste de 100, mais vous décidez d'appliquer 80, c'est que c'est une aide. Ceci dit, mes convictions politiques me portent à vous dire que je préférerais qu'on dise l'impôt n'est plus de 100, mais il est de 80. Et là, c'est plus une aide. C'est un montant d'imposition, c'est un montant de cotisation, c'est plus un allègement, c'est une manière d'adapter la situation à la compétitivité des entreprises. Mais là, on appellerait plus ça une aide. Je suis d'accord avec vous. Mais dès l'instant où la base reste la même et que vous faites en sorte de diminuer par un mécanisme et une disposition d'allègement le montant de la cotisation, ça reste une aide. Mais je préférerais que ça ne soit plus une aide et que la base soit beaucoup plus basse. Voilà. Et ça donnerait de la compétitivité à nos entreprises. Bon, nous, on a voulu avoir, je le redis, après, là aussi, on fait vivre la différence, mais ce qu'on a voulu dans le rapport, c'est avoir un rapport avec des données objectivées. Donc, nous, on considère aide publique, ce que considère l'INSEE, l'IGF, etc., y compris les différents ministères qui comptabilisent aujourd'hui les exonérations de cotisations patronales comme une aide publique. Donc, nous les avons
compilés. Nous, on n'a pas fait un choix idéologique, même si vous voyez bien qu'on fait de la politique. D'ailleurs, on est au Sénat, donc voilà. Mais on n'a pas d'abord voulu faire le choix idéologique, mais le choix qui nous permet de nous réunir et d'avoir quelque chose qui nous rassemble. À partir de là, le débat vit. Olivier vient de vous dire qu'il préférait peut-être 10 points de moins de prélèvements obligatoires et 10 points de baisse d'impôts. Pour ma part, je considère que le modèle social est un atout de la compétitivité de la France, voilà, et que d'avoir des salariés bien soignés, bien éduqués, bien formés, avoir accès à des services publics de qualité est un atout considérable dans la grande compétitivité internationale. Bref, vous voyez bien qu'après le débat vit, mais donc c'est pas, je le redis, pas un choix idéologique de comptabiliser les exonérations de cotisations. C'est l'ensemble des tableaux, France Stratégie, l'IGF, qui le comptabilisent à leur tour. Après, vous avez le droit de penser que c'est autre chose. Ça, après, c'est le débat politique. Voilà. Mais c'est un petit peu dans la mouvance. Vous savez, quand on entend parler du pacte Dutreil, on entend parler d'une niche fiscale, sauf que le pacte Dutreil n'est pas une niche fiscale, c'est un dispositif. Mais voilà. Je crois qu'il y avait une question là ou là-bas. Entendez-vous? Oui, bonjour, Pierrick Marissal de l'UMP. Ah, pardon. Ouais. Les auditions avaient montré qu'il y avait un vrai problème de pilotage. Enfin, j'ai eu l'impression, vis-à-vis de ces 2200 et quelques dispositifs d'aide publique, un problème de pilotage dans les objectifs, dans le contrôle aussi, qui avait été en silo. Pas dans le sujet, ouais. Mais du coup, est-ce que maintenant vous vous êtes mis d'accord sur un pilote? Et est-ce que c'est du coup le Haut Commissariat à la stratégie et au plan qui est mentionné dans plusieurs points de recommandation? Et quel pourrait être son rôle? Non, mais d'abord, pardon. Non, il y a différentes choses. La première, c'est qu'on demande à l'INSEE de tenir le tableau de la transparence et le rendre public aux chercheurs, y compris de l'agrémenter de données économiques pour nourrir un débat de qualité. Je le précise parce que je pense que c'est important, un débat de qualité comme nous l'avons eu. C'est-à-dire avec plusieurs données croisées. Bon. Après, on m'a posé la question, est-ce que le montant de l'imposition serait dedans? Ça, c'est pas à nous de le dire. Pour l'instant, il y a un secret fiscal et le secret des entreprises. Mais si les entreprises, comme elles l'ont fait, souhaitent le faire, évidemment, c'est tout à fait faisable. Après, nous demandons au commissariat au plan et à la stratégie d'animer un rapport annuel, comme je le disais, de créer évidemment, de faire de l'évaluation. Par contre, la doctrine, elle doit se faire au niveau du Trésor et d'avoir le versement doit se faire, j'ai envie de dire, la doctrine que j'ai explicitée tout à l'heure doit se faire à direction du Trésor, pilotée évidemment par le ministère de l'économie et des finances, c'est son rôle. Et l'évaluation, elle peut être confiée au commissariat au plan et à la stratégie, c'est aussi son rôle. Voilà. Donc c'est deux choses complètement différentes, mais y compris quand je disais tout à l'heure, une des recommandations assez fortes, notamment pas tellement pour les grandes entreprises, mais plutôt pour les petites entreprises, d'avoir un guichet unique où elles toquent à la porte et disent voilà, je suis chef d'entreprise d'une TPE de 10 salariés, à quoi j'ai droit, quelle aide, etc. Parce qu'en vérité, les grandes entreprises, elles ont les moyens humains et financiers de concourir à toutes les aides publiques. Par contre, plus on descend dans les strates, plus c'est complexe, plus le ou la chef d'entreprise se retrouve mis en difficulté. D'ailleurs, on a un moment aussi l'encadrement des cabinets de conseil, ceux qui rédigent et qui pompent de l'argent public sur justement pour concourir aux aides publiques, qui remplissent les dossiers, qui prennent 10, 20, 30% du montant. Donc ça, on n'a pas eu le temps d'aller jusqu'au bout et d'ouvrir ce schéma-là en 6 mois, mais je pense que d'autres collègues devraient s'y atteler. Donc voilà. Donc je redis, au commissariat au plan, l'évaluation, l'INSEE tient le tableau et la DG Trésor pilote, évidemment, avec un guichet unique par région. D'ailleurs, c'est une des recommandations aussi, je tiens à le préciser, d'un autre rapport sénatorial qui a été rendu la semaine dernière de notre collègue Lavarde sur les agences de l'État, qui recommande aussi un pilotage des régions. Donc, vous voyez, c'est une recommandation plutôt commune que nous avons sur cette question. Madame Gris.
Oui, bonjour, Mariotte Grimond d'Actuel CSE de Lefebvre d'Alloz. J'avais une question sur vos préconisations en termes de maintien dans l'emploi. C'est une demande largement partagée par les organisations syndicales. Est-ce que vous avez parlé de priver d'aide publique pendant 2 ans en cas de travail illégal, mais est-ce que vous préconisez aussi des choses, par exemple sur le maintien de 100% des emplois de l'entreprise au jour de la demande d'aide, et puis sur la qualité de ces emplois, parce qu'il ne faudrait pas que le temps du contrôle, l'entreprise puisse avoir recours à des intérimaires ou à des contrats courts, en fait, et que ce soit effectivement des emplois pérennes qui soient maintenus dans la durée. Merci beaucoup. On a effectivement regardé la question et on a même interrogé un certain nombre de grands patrons sur le sujet, de savoir si le maintien de l'emploi pouvait être une des conditions et la qualité de l'emploi, si on pousse encore plus loin, au fait d'allouer des aides ou pas. Et finalement, si vous ne le trouvez pas dans le rapport, c'est qu'on a décidé de ne pas le faire, notamment au vu des auditions. Alors même si certains peuvent considérer que ça pourrait être bonne à loi, mais on a voulu être dans le consensus et le compromis. Mais comment demander à une entreprise aujourd'hui, parce qu'on lui donne une aide, d'avoir la certitude que dans les années qui viennent, elle va pouvoir maintenir l'intégralité des emplois. Je l'ai dit en propos liminaire, c'est qu'on est aujourd'hui dans une situation économique globale, mondiale, et qui fait qu'il peut y avoir des bonnes fortunes, mais il peut aussi y avoir des revers, il peut y avoir des crises. Regardez la crise Covid, regardez la crise qui a suivi de l'inflation sur l'énergie, notamment qui a suivi l'agression de l'Ukraine par la Russie. Ça a quand même entraîné derrière soit un gros accompagnement au niveau des aides, soit un certain nombre de licenciements. Et la situation d'une entreprise par rapport à l'emploi est aujourd'hui beaucoup trop aléatoire pour pouvoir engager l'entreprise par rapport à des aides à maintenir l'emploi tel quel, uniquement chiffré, en disant vous avez 550 salariés au moment où vous donne l'aide, on doit retrouver dans 3 ans, dans 4 ans, 550 salariés. Et autant sur une délocalisation à moins de 2 ans, en général c'est quand même des grands groupes qui délocalisent et la décision n'est pas prise dans les 2 dernières années. Au moment où ils demandent une aide, on a pensé que c'était une bonne chose à mettre en place. Par contre, sur l'emploi, c'est tellement aléatoire et c'est dépendant de tellement de critères, notamment des critères de crise et de mouvement sur le sujet, que vraiment, je ne vois pas comment on ne peut pas mettre en difficulté. Et en plus, en général, une entreprise qui licencie, c'est une entreprise qui, pour le moins, a un certain nombre de difficultés. C'est pas comme une entreprise qui délocalise, c'est un choix stratégique. Là, une entreprise qui licencie, c'est qu'elle éprouve d'un point de vue rentabilité sur le territoire un problème de rentabilité et un problème économique. Et si vous lui demandez en plus de gréver sa trésorerie en remboursant des aides qu'elle a pu toucher, vous accentuez ces difficultés. Voilà, moi je pense que, et c'est ce qui est sorti du rapport, même si on peut avoir des notions différentes sur le sujet, mais qu'on a décidé de valider ensemble, c'est qu'on ne peut pas lier d'une manière aussi abrupte le maintien de l'emploi à la conditionnalité d'avoir des aides. Juste un rajout. Moi, je pense qu'il faut regarder les 26 recommandations qui sont une étape quand même importante, que l'argent public ne doit pas servir les actionnaires et que nous arrivions à nous mettre d'accord sur cette question-là. Le remboursement en cas de délocalisation, la transparence pour les CSE et les syndicats. Je pense qu'il y a des points d'appui formidables pour les salariés. Après, à titre tout à fait personnel, là je sors de mon rôle de rapporteur et tout à fait personnel, je reste mobilisé sur d'autres questions auxquelles... voilà, non, mais d'ailleurs, moi je pense que par exemple, il faut durcir les conditions d'accès aujourd'hui sur les plans de licenciement économique qui sont... et d'ailleurs, on a eu ce débat assez intéressant puisque en fait, les PSE maintenant, les patrons préfèrent les mots de plan de départ volontaire, de suppression d'emplois. Bon, moi j'ai d'ailleurs plusieurs fois dit que je ne connaissais pas un salarié qui se levait un matin pour être volontaire, pour être licencié. Je n'en connais pas. Bon. Donc je pense toujours que sur ce que vous proposez, je le partage. Mais moi, je le dis en tant que rapporteur, il y avait 2 solutions. Soit on avait
quelque chose qui était avec tout ce que je souhaitais seul, et donc j'étais à la fin quasi seul, ou peut-être aidé de quelques collègues, à voir la vérité tout seul et parfois un rapport enterré, ou alors de dire qu'est-ce qui peut nous unir et nous réunir, et après avec une part aussi de débat qui continue. Donc moi je pense que c'est une étape importante. Bien sûr, il y a encore plein de choses que je partage certainement avec vous et ce que vous venez de dire, mais qui ne sont pas dans le rapport parce qu'ils ne faisaient pas unanimité et qui ne nous permettaient pas d'avancer, mais qui, moi, à titre tout à fait personnel, dans la conclusion, j'ai évoqué, par exemple. Donc voilà, donc, le débat va continuer. D'ailleurs, nous, on s'engage à faire vivre nos propositions en commun, mais à partir de cet après-midi, chacun retrouve aussi sa liberté de parole sur tout un tas de questions, et dont celle que vous posez. Bon, la conditionnalité autour de l'emploi et de la qualité de l'emploi, j'ai aussi régulièrement posé ces questions, comme d'autres collègues. Voilà. Merci beaucoup. Ah, il y avait le monsieur avant vous, et puis après. Oui, bonjour, Guillaume Jacot pour Public Sénat. Qu'est-ce que vous préconisez pour éviter les doublons d'aides publiques entre les différents échelons, notamment entre les aides publiques d'État et les aides régionales ? Et la deuxième question, comment vous envisagez d'intégrer les recommandations qui nécessitent des modifications de la loi ? Est-ce que vous allez préparer une proposition de loi dans les prochains mois, d'ici la fin de l'année peut-être ? Alors, sur les deux questions, après, Fabien, bien évidemment, tu pourras compléter. Sur la première question, comme Fabien l'a dit, il y a une recommandation, et d'ailleurs qui a été faite de manière identique par la commission d'enquête, le rapport de la commission d'enquête sur les agences, qui est, pour tout ce qui est aide d'État, de créer un guichet unique géré par les préfectures de région et qui aura la capacité également de compiler les différents... Pourquoi l'échelon régional ? Parce qu'elle aura la capacité de compiler les différentes aides allouées à une même entreprise et la compétence de le faire. Ça, c'est pour les aides d'État, mais bien évidemment, une préfecture de région, quand elle prend un dossier et qu'elle suit un dossier d'investissement, de développement, d'agrandissement d'une entreprise et qu'il y a les aides, elle est également sollicitée pour les aides qui sont versées par la région elle-même en tant que collectivité territoriale. Donc, ça permettra d'une simplification des choses. Ça permet déjà une meilleure visibilité de par les entreprises, parce qu'aujourd'hui, moi, je vous garantis, quand vous êtes une entreprise sur les territoires et que vous êtes une TPE, PME à niveau moyen supérieur, pour s'y retrouver dans l'intégralité des dispositifs, c'est pas évident. Mais en même temps, vous avez tellement de guichets possibles aujourd'hui que vous pouvez aller chercher multiples aides et qu'on a des doublons et qu'on a des aides qui perdent de l'efficacité parce qu'elles ne sont pas forcément la seule sur le sujet et qu'il faut restreindre, diminuer de manière draconienne le nombre d'interlocuteurs pour simplifier et rendre plus efficace et diminuer les doublons. Et puis, sur la suite à ce rapport, si ça demande une modification de la loi, comme l'a dit, alors on n'a pas encore défini aujourd'hui avec Fabien et les collègues si on pouvait très bien aller sur une proposition de loi qui regroupe certaines propositions que nous avons plutôt en commun. Ça pourrait se faire. Une chose est sûre, c'est que comme l'a dit Fabien, il y a un certain nombre de points qui ressortent du rapport et qui sont, pour le coup, comme le dit Fabien, on retrouve notre liberté cet après-midi et vous n'êtes pas sans savoir que va arriver le projet de loi de financement de la sécurité sociale, le projet de loi de finances, différents vecteurs sous forme de propositions de loi sur lesquels on va pouvoir raccrocher, en fonction de nos convictions, certains amendements qui seront issus des constats et des conclusions qu'on aura tirés de ce rapport. Et je peux vous garantir qu'on ne va pas se gêner pour mettre en avant un certain nombre de points. Moi-même, président de la délégation sénatoriale aux entreprises, je vais pouvoir porter au nom de la délégation aux entreprises certains amendements qui sont issus de ce rapport. C'est intimement lié, quoi. Très vite, on appelle à un dialogue institutionnel entre les présidents de région et le gouvernement, parce que, par exemple, on a été assez surpris de l'audition de Madame Delga, présidente de la région Occitanie, qui nous a dit « Ah ben quand ça allait pas, j'appelle directement
par coup de fil le ministre de l'économie pour rattraper le coup sur tel ou tel dossier quand je m'aperçois de doublon. Donc on propose qu'il y ait un dialogue maintenant institutionnel entre les deux qui soit plus permanent et qui évite justement ces doublons. Peut-être pouvons-nous prendre les 2-3 dernières questions, parce que j'aimerais aussi que chaque collègue qui est là puisse prendre la parole, parce que ça fait 1 heure et 10 mots aussi de la commission d'enquête. Donc peut-être qu'on prend les 2-3 dernières et on répond aux 2-3 dernières en forme de conclusion. Et puis, ça te va, Olivier? Comme ça, chacun peut dire un mot aussi. Merci. Bonjour, Jacques Gautran, consulendo, AJPME. J'avais deux questions. Pour rebondir, on a bien vu que cette notion d'aide est polysémique, chacun y met un peu, c'est un mot valise. Mais est-ce que dans votre rapport, vous faites la part sur les 220 milliards entre ce qui sort des caisses de l'État, c'est-à-dire les décaissements des aides comme des avances remboursables, viabilisation de terrain par une collectivité, par exemple le PGE, donc ce qui sort du budget de l'État, et ce qui n'y rentre pas, c'est-à-dire ce qui est exonération, parce que ce n'est pas la même chose. Et d'ailleurs, je dirais, le juge de paix serait de dire, est-ce que ces 200 milliards, vous les rajoutez à la dépense publique? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc ça fait 10 points de PIB, de 200 milliards, donc est-ce qu'aujourd'hui, la dépense publique en France est de 57%, comme on le dit, ou bien il faut rajouter les 200 milliards, c'est-à-dire qu'elle serait, en réalité, la dépense publique serait de 67%. Donc ça, bon, c'est une question de méthode que je pose. Je n'ai pas la réponse, elle est peut-être dans le rapport. Et ma deuxième question, ou demande de précision, est-ce que dans les 200 milliards, vous faites la part de ce qui va au secteur public ou aux entreprises qui sont en situation non concurrentielle, mais qui vivent essentiellement soit des exonérations de cotisations ou de subventions, par exemple la SNCF, la Poste, etc. Vous avez cité la défense, le secteur de la défense, parce que effectivement c'est important, et tous les pays, par exemple les voies ferrées, etc. Donc ce serait intéressant de savoir qu'est-ce qui, dans ces 200 milliards que vous avez évalués, permet au secteur public de vivre, parce que l'exonération de cotisations sociales, les gens de la Poste en bénéficient aussi, j'imagine, la RATP, etc. Donc, quelle est la part du public et du privé dans les bénéficiaires? Et est-ce que dans les 200 milliards, c'est 200 milliards qui se rajoutent à la dépense publique? Très bien. Alors, est-ce que c'est la dernière question? Peut-être. Bon, je vais très rapide parce que. Donc effectivement, on fait sur la part des 211 milliards, vous avez les dépenses budgétaires, les dépenses fiscales déclassées, les exonérations. Donc le tableau est transparent, il y a ce qui rentre et ce qui ne rentre pas. Voilà. Sur les 211 milliards, est-ce que, parce qu'il y a eu, par exemple, ça a été le débat avec Madame Verdier-Molinier qui affirme sur son blog que les 28 milliards, c'est 28 milliards d'argent public. Je retrouve beaucoup ça sur les réseaux sociaux. Donc et 86% des aides publiques sont destinées aux entreprises publiques. Pardon de le dire, c'est faux, puisque sur les 211 milliards, on ne compte pas, par exemple, la commande publique. Mais ça peut se faire pour des entreprises publiques comme des entreprises privées. Vous venez d'affirmer, par exemple, sur la défense, Dassault n'est pas public, mais vide la commande publique. Bon, donc si on venait à rajouter cela, donc par contre, on n'est pas en capacité ni de dire quelle part va aux petites, moyennes, ETI et grandes entreprises, et on n'est pas en capacité de dire le ratio entre entreprises privées et entreprises publiques. Mais comme l'a rappelé Olivier, je rappelle que ce chiffre de 211 milliards à travers 2252 dispositifs comprend les 4,5 millions d'entreprises que compte notre pays. Pas les 33 entreprises qu'on a auditionnées ou les seules grandes entreprises. Donc personne ne peut croire qu'après 86% des 211 milliards iraient à 3 ou 4 entreprises publiques. Ben non, oui. D'autant plus que nous les avons auditionnées. Certes, ça reste des chiffres élevés, mais après, quand vous avez plus de 100 000 salariés, c'est équivalent aussi, par exemple, sur les exonérations de cotisations à une entreprise comme Carrefour, vous voyez, où voilà. Donc que les très grandes entreprises qui sont très pourvoyeurs d'emplois, ceux que sont par exemple
EDF, La Poste ou la SNCF, et des aides publiques, hein, je ne parle pas de commandes publiques ou d'aide au fret, ou voilà, d'aide publique conséquente, c'est normal, mais je préfère dire que ce chiffre de 86% est une affabulation, c'est un titre tout à fait personnel, et n'est pas raisonnable. Donc les gens qui commentent cela toute la journée en dessous de mes tweets, s'ils pouvaient arrêter cela, parce que moi, ce que j'aime, c'est la recherche de la vérité. Donc, ce n'est pas la peine de répandre des fake news à peu près toute la journée. Il y a assez de désinformation comme ça dans le débat public. Essayons d'en rester sur ce qui est objectivé. Mais d'ailleurs, je rappelle qu'on a auditionné le patron Luc Rémont. Alors, il ne l'est plus, c'est M. Fontanin d'EDF. Nous avons auditionné M. Farandou, le PDG de la SNCF. Et comme pour les autres auditions, elles sont publiques. Et le montant des aides publiques sont tout à fait disponibles pour ces deux entreprises. Voilà. Oui, non, mais les entreprises publiques bénéficient ou participent également des aides publiques qui sont versées. On l'a vu à travers. Bon, je ne tomberai pas dans la caricature non plus. Il y a un petit point, parce que si on veut aller si loin, quelque part, mais c'est pour ça qu'on ne peut pas être trop dans le détail non plus, parce que une entreprise publique qui réalise des bénéfices et qui verse des dividendes, le premier bénéficiaire des dividendes, c'est l'État. Donc c'est des rentrées supplémentaires. Donc il faudrait aussi rentrer dans les rentrées pour l'État, dans les recettes, les dividendes versés par les entreprises publiques. Bon, après c'est pas ça qui va jouer beaucoup sur le budget de la nation. Je n'ai pas d'avis sur la question. On maintient. Oui. Bah effectivement, c'est le budget. C'est le budget, quoi. Je crois qu'on avait une question visio. Allez, la dernière, après on passe vraiment la parole. Oui, vous m'entendez? Oui, bonjour. Bonjour. Je vous entends bien. J'avais une question pour le président Olivier Rietmann pour savoir s'il soutenait pleinement les recommandations 19, 20 et 21 de la partie responsabilisation, qui sont en gros les plus contraignantes vis-à-vis des entreprises dans vos recommandations. Et ma deuxième, rapidement, dans la recommandation 19, vous préconisez d'interdire l'octroi d'aide publique pour les entreprises qui ne publient pas leur compte. Est-ce que vous prenez en compte dans ces recommandations les holdings? Ou est-ce que c'est que, du coup, par définition, les entreprises non cotées? Oula, vous rentrez dans le détail. Bonjour monsieur, mais vous êtes qui monsieur? Vous n'êtes pas présenté monsieur. Ah pardon, Mathias Thépaut de Mediapart, pardon. Merci monsieur. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des recommandations. Tout ce que je peux vous dire, c'est que toutes les recommandations, les 26 qui sont dans le rapport et qui sortent du rapport, ont toutes été discutées et votées à l'unanimité. Donc ça veut dire que bien évidemment, je les ai votées et je les soutiens. Je crois que vous parliez de la 19, 20 et 21. Exactement, ouais. Oui, c'est les plus contraignantes en gros. Oui, mais enfin, c'est pas parce qu'on est libéral qu'on ne veut pas non plus fixer des règles du jeu. Quand vous dites la 19, c'est l'interdiction d'octroi d'aide publique à des entreprises condamnées de manière définitive pour des infractions graves et qui ne publient pas leurs comptes. Enfin, publier ses comptes, ça fait partie de la loi. On en a pu échanger d'ailleurs avec le patron de chez Lactalis, mais sans rentrer trop dans le détail. La 20, c'est le remboursement total des aides de l'État et des collectivités si l'entreprise possède une délocalisation. Donc, si je résume, dans les 2 années, parce qu'on considère qu'une délocalisation, c'est surtout, ça concerne les grands groupes, ça ne se fait pas en 8 jours. Et la 21, c'est exclure les aides publiques du périmètre du résultat distribuable, à l'exception des exonérations et allégements de cotisations sociales. Ça a fait l'objet de discussions. La proposition, c'était d'intégrer l'intégralité des aides publiques qui étaient sorties du résultat. Alors, deux petites précisions sur le sujet. Après discussion, on a décidé de sortir de ce dispositif les exonérations et allègements de cotisations sociales. Et puis, c'est, je pense, une très bonne base, mais qui demande à discuter, qui, pour le coup, je pense, nécessitera une modification au niveau législatif. Après, ça peut être affiné. Est-ce que il y a d'autres dispositifs de lesquels on n'est pas forcément rentré dans le détail, qui nécessiterait de ne pas être défalqué. Mais ce qui est très important, c'est l'état d'esprit dans lequel a été fait cette recommandation, qui est de considérer que, dans ses grandes largeurs,
et là-dessus, je pense qu'on peut tous être d'accord, mais vous savez, comme celle dont on dit que les projets rentables, s'ils trouvent déjà leur rentabilité sans aide, n'ont pas forcément besoin d'être aidés, la question se pose. Mais là, l'argent public, dès l'instant où on recherche une vraie efficacité, une vraie efficience de l'argent public dans le but de créer de la richesse pour notre pays, je ne pense pas que l'argent public, et je pense qu'aucun de nous autour de la table ne le pense, que l'argent public doit servir à verser des dividendes. Ce qui ne veut pas dire que je remette en cause le versement de dividendes, bien au contraire. Je considère que ça fait partie d'un mécanisme nécessaire et vertueux, mais ce n'est pas à l'argent public de gonfler artificiellement les dividendes et la rentabilité pour les investisseurs. Et puis il y avait une deuxième question, je ne me souviens plus exactement en détail. Par rapport à la holding. C'est pour savoir si vous, en gros, sur le périmètre contraignant, vous cibliez aussi les holdings qui sont... si vous regardez la une de l'Informé, par exemple, il y a... Non, mais là, on n'est pas rentré dans le détail de l'application. Ça demande... Mais vous savez, si ça fait l'objet d'une proposition de loi ou si ça fait l'objet d'un amendement, ça devrait obligatoirement passer par des auditions qui iront creuser le sujet et qui feront des propositions, et la décision sera prise à ce moment-là. Là, on est sur des recommandations, sur plutôt des pistes, des grandes lignes, même si certaines sont assez affinées, mais on n'est pas rentré dans le détail d'application, on n'est pas sur la proposition de loi qui dit qu'à partir de maintenant, c'est telle ou telle entreprise. Voilà. On n'est pas allé assez dans le détail pour vous répondre, quoi. Oui, ma question, c'était parce que par les holdings, il y a beaucoup d'optimisation fiscale qui passe, donc des aides publiques via l'optimisation fiscale, c'est pour ça. Oui, mais vous savez qu'on s'attaque déjà à l'optimisation fiscale. Moi, quand je vois certaines entreprises qu'on a auditionnées, pas beaucoup, il y en avait une ou deux qui ont bénéficié d'un certain nombre. Il y en a une en particulier que je voulais faire ressortir. Elle a bénéficié d'aides publiques assez conséquentes et elle vous explique que si elle n'a pas payé d'impôts, quasiment pas ces 5 dernières années, malgré des résultats quand même conséquents, c'est parce qu'elle ne vend pas ses produits en France. Vous voyez, chacun place les critères là où il le veut. Moi, je ne considère pas que le critère de vendre ses produits en France ou de les exporter, ça décide de savoir si on paye de l'impôt ou pas, ou si on est légitime dans le cas de faire de l'optimisation poussée à l'extrême. Moi, je suis contre ce système-là, et pourtant, je suis un libéral. Je considère que dès l'instant où on bénéficie d'aides publiques en France, déjà, on doit déclarer ses résultats en France et payer les impôts en France. Et une immense partie des chefs d'entreprise qu'on a auditionnés sont d'accord sur le sujet. Le problème qu'il en ressort, c'est que pour les grandes multinationales, c'est pas forcément en France qu'elles gagnent le plus d'argent, mais c'est plutôt à l'étranger. Mais ça, c'est un autre sujet dont il faut se poser la question, la compétitivité et la rentabilité de nos entreprises, qui nous fait cruellement défaut. Et je pense qu'il y a encore un autre sujet à poser, c'est comment est-ce que ces entreprises installées dans le monde entier peuvent gagner de l'argent ailleurs et pas forcément en France. On me permet... Bon, je regrette, je suis attristé que vous ne me posiez pas la question, savoir si je soutiens ces 3 recommandations. Non, mais peut-être on laisse nos 3 collègues, Martine Berthet, Antoinette Gull et Sophie Romani. Voilà. Oui, chers collègues, merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Bien simplement, moi, j'aimerais dire que j'ai été très heureuse de pouvoir participer à cette commission d'enquête. Ça a été vraiment intéressant de pouvoir auditionner toutes ces grandes entreprises qui sont pour beaucoup les fleurons de notre économie. Ça nous a permis de faire une synthèse à la fois des besoins, des attentes, des particularités de ces entreprises. Cette commission d'enquête, ce travail que nous avons réalisé, et comme nous en avons l'habitude au Sénat, un travail transpartisan, même si bien sûr, il y a des sujets qui divisent. En tout cas, comme vous pouvez le voir, il y a 26 recommandations, 26 propositions sur lesquelles nous sommes globalement en accord. Alors, ces propositions partent du constat qu'effectivement, il nous faut donner les moyens à nos entreprises de leur compétitivité, mais pas à n'importe quel prix non plus, exiger d'elles des obligations en retour, comme c'est le cas dans les propositions, la partie C de ces propositions. Recentrer également certaines aides, comme le crédit impôt recherche qui paraît indispensable, mais qui, voilà, avec certaines propositions pour recentrer, bien sûr, aussi toutes ces aides très multiples, 2200, les rationaliser, harmoniser leur évaluation. Je pense qu'il y a là des propositions très intéressantes et qui pourront être reprises dans la suite de nos travaux au Sénat.
Bonjour à toutes et tous. Merci aux rapporteurs et au président de cette commission d'enquête. Moi, je suis Antoinette Guhl, je suis sénatrice du groupe écologiste et je suis vraiment très heureuse d'avoir fait partie de cette commission d'enquête car je pense que concernant les aides publiques aux grandes entreprises, eh bien, il y aura un avant et un après cette commission d'enquête. Je pense qu'elle est absolument structurante, que l'ensemble des éléments, elle est structurante dans la connaissance et dans la transparence que nous pouvons avoir aujourd'hui par rapport à il y a 6 mois sur les aides publiques. Et je le dis parce que ça a été un travail mais colossal, à la fois du rapporteur et du président, mais de toutes les équipes et des équipes sénatoriales qui ont travaillé dessus. C'est un travail colossal pour pouvoir annoncer simplement ce chiffre de 211 milliards. Il faut voir que ce sont des heures et des heures de travail. Et encore, je ne qualifie pas le nombre d'heures, mais c'est vraiment un travail colossal. Donc je dis que je suis particulièrement fière d'avoir participé à cette commission d'enquête qui a été menée d'une main de maître par le président et le rapporteur. Je disais donc que c'est un grand pas dans la transparence, bien entendu, transparence qui est absolument nécessaire à nos citoyens pour pouvoir faire confiance dans le modèle j'allais dire collectif, mais en tout cas dans le travail de l'État et dans le rôle de l'État. Une transparence qui n'existe pas, donc la confiance est difficile quand la transparence n'existait pas. Non pas qu'il y avait une volonté d'opacité, mais en tout cas ça n'existait pas par la complexité, etc. des aides. Et donc ça c'est indispensable. Si nous voulons renouer la confiance des citoyens avec le politique, nous devons cette transparence aux citoyens. Et puis une transparence qui va nous servir, à nous parlementaires, à pouvoir prendre les bonnes décisions et à pouvoir voter correctement les lois qui nous sont proposées, mais aussi à mener notre seconde mission, qui est l'évaluation des politiques publiques. Et cette mission-là, elle ne peut être menée que si nous avons les données. Et cette commission va nous permettre à l'avenir d'avoir ces données. Et puis moi qui suis d'un groupe politique où la conditionnalité des aides, que ce soit aux questions écologiques et aux questions sociales, est un sujet qui est extrêmement important, qui est un fondamental en fait de notre, pour les écolos, effectivement je suis très content qu'on ait pu se poser ces questions-là collectivement et qu'on ait pu trouver une plateforme commune, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait quel que soit notre, quand on dit c'est un travail transpartisan sur un tel sujet, c'était pas si simple d'arriver à un travail transpartisan. Et donc, je dis que c'est d'autant plus louable pour notre rapporteur et notre président d'avoir réussi cet exploit. Voilà ce que je voulais vous en dire très rapidement, mais je crois qu'on a déjà beaucoup, qu'il y a déjà eu beaucoup de questions et beaucoup de remarques, mais je voulais ajouter celle-ci. Merci à vous. Merci, Président. Je me rapproche du micro. C'est pas. C'est bizarre que mais non, j'en ai pas. Je gère les micros, mais je ne. Voilà. Anne-Sophie Romani, sénateur Union centriste de la Marne. Je voulais m'associer aux propos de mes collègues, puisqu'elles ont effectivement déjà dit beaucoup de cette commission d'enquête. Moi, je voulais effectivement souligner la qualité de cette commission d'enquête, avec un nombre important de grands patrons qui ont été auditionnés. Et je salue le travail, bien évidemment, aussi des administrateurs, en plus du travail de notre rapporteur et de notre président, parce que mobiliser autant de grands patrons sur cette commission d'enquête, ce n'était pas simple. Et les auditions se sont globalement très bien passées en toute transparence. Alors nous nous sommes vite rendu compte du serpent de mer qui se présentait à nous, on l'a dit, 211 milliards au travers de plus de 2200 dispositifs. Je dois dire que les premières auditions ont été plutôt inquiétantes de voir, même si on connaissait l'ampleur de notre dossier, pour autant, plus on auditionnait au début et plus effectivement le serpent de mer était grand. Et je dois dire que
la qualité de nos échanges à travers des groupes politiques différents a fait beaucoup sur cette commission d'enquête, parce que réussir à trouver 26 recommandations communes au travers de groupes politiques différents, c'est dire ô combien le Sénat a cette dimension transpartisane de réussir à avancer des dossiers. Et ça, je pense qu'il faut le souligner aujourd'hui. C'est un sujet qui peut diviser, bien évidemment, ne serait-ce que par le titre de cette commission d'enquête. Ce titre peut susciter quelques émotions. Nous avons dépassé et nous avons su dépasser ces clivages politiques pour réussir à faire un travail commun qui nous aidera bien évidemment à travailler l'avenir, où nous sommes bientôt au budget, au vote budgétaire, ce budget si inquiétant pour la France. Il est temps aussi de pouvoir avoir des éléments concrets, parce qu'il est très, très difficile d'établir un budget, et ça a été dit par le président et le rapporteur, de se retrouver sans avoir de matière vraiment et connaître les choses de manière peu précise. Là, ça nous donne une bonne base de travail pour lesquelles, bien évidemment, les divergences politiques s'exprimeront au travers des différents amendements, mais au moins avec une base commune et un travail commun sur lequel nous pouvons quand même nous mettre d'accord sur les grands principes. Et ça, je dois dire que c'est quelque chose d'important et qui fait toute la valeur du Sénat aujourd'hui. Ce choc de transparence, bien évidemment, semble une évidence. On parle quand même d'argent public. À un moment, la transparence est quand même la première des conditions. Et je pense que on entend régulièrement dans la presse, mais ailleurs, sur les réseaux sociaux, tout et son contraire parfois, avec des choses qui ne sont pas forcément fondées. Et là, cette transparence nous permettra de travailler sur une base plus qualitative. Rationaliser, bien évidemment, c'est faire preuve d'efficacité. Nous ne pouvons pas rester avec autant de dispositifs et sachant que nous créons des emplois. C'est que aller fabriquer des métiers qui aident à trouver les aides publiques pour les entreprises qui n'ont pas les moyens de le faire, c'est un sujet. Je pense que, et effectivement, toute cette partie qui concerne les commissions qui peuvent être prises sur ces chercheurs de subventions doivent nous alerter. C'est un sujet. On n'a pas eu le temps, effectivement, d'aller plus loin dans notre rapport qui nous a déjà pris énormément de temps, mais je pense qu'il faudra s'y atteler rapidement. Cette responsabilisation, encore une fois, face à la dette de notre pays, et considérant que c'est de l'argent public, nous devons absolument, et chaque entreprise doit prendre ses responsabilités quand il réclame une subvention, et le détail effectivement des recommandations va dans ce sens. Et puis enfin, l'évaluation, ce sont les maîtres mots de notre travail, et c'est que si nous pouvons travailler sur la rationalisation, sur la transparence, alors nous pourrons évaluer correctement, parce qu'effectivement, accumuler des dispositifs les uns aux autres sans jamais les évaluer, on creuse le trou de la dette sans faire preuve d'efficacité. Et c'est ce qui doit nous interpeller à l'issue de cette commission d'enquête. Merci. Fabien, un petit mot de conclusion, puis je terminerai très rapidement. Donc, merci de votre attention. Je précise que notre collègue qui a parlé en premier, c'est Martine Berthet, sénatrice de Savoie, membre des groupes Les Républicains. Oui. Voilà. Juste pour conclure, vous verrez, notre rapport finit par 3 pistes d'ouverture qui se sont ouvertes pendant nos auditions, mais qui n'étaient pas le cœur de notre sujet. Donc, je finis par ça. Carrefour et la question de la location-gérance. On a reçu beaucoup de mails et de sollicitations de beaucoup de salariés, syndicats, managers. Il y a une vraie question autour de la location-gérance qui est effectuée autour de Carrefour. La deuxième chose, c'est après l'audition de ST Microélectronique, nous pensons qu'il y a une question autour des microprocesseurs et d'un débat sur cette question de l'industrialisation. Et la troisième, c'est après les auditions de M. Pinault et de M. Arnaud du monde du luxe, évidemment Kering et LVMH, il y a une question autour de la fraude qui vient à la détaxe, et notamment c'est à peu près 20% de leur chiffre d'affaires, la détaxe. La question n'est pas de revenir sur la détaxe, mais bien d'agir sur la fraude. Et d'ailleurs, M. Pinault, notamment, s'est déclaré favorable à travailler sur cette
question, puisque moi-même, je me suis rendu dans mon département à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, et c'est les douaniers qui m'avaient alerté sur cette question-là. Et donc, nous ouvrons aussi cette piste de réflexion entre nous sur résorber, évidemment, cette fraude. Voilà, je vous remercie en tout cas de votre attention et nous restons disponibles pour continuer et prolonger nos débats et nos échanges. Voilà. Merci Fabien. Un petit mot de conclusion de ma part également, très, très bref. Vous avez remarqué qu'on n'a pas proposé dans ce rapport d'économie substantielle. On peut en trouver par une meilleure efficacité, mais moi, de par mes convictions politiques, je vais vous expliquer pourquoi j'ai été comme ça. Vous savez qu'on est devant un mur de dette, qu'on va arriver à un projet de loi de finances, de la sécurité sociale, et que bien évidemment, il va falloir rechercher toutes les pistes d'économie possibles pour que l'État dépense moins et puisse libérer un peu de marge, mais déjà qu'il soit moins obligé de s'endetter et moins de rembourser d'intérêts d'emprunt, ce qui est aujourd'hui la deuxième, si on compte les aides aux entreprises, la deuxième ligne du budget de l'État. Mais je considère également que faire des économies et s'en arrêter là, c'est vain. Si on fait des économies et qu'on ne crée pas plus de richesses et plus de recettes à côté, on n'a fait qu'un petit bout du chemin. Et les recettes, vous avez deux possibilités de les créer. Soit vous augmentez les taux d'imposition, quels qu'ils soient, hein, je ne rentre pas dans les détails, soit vous les élargissez, l'assiette sur laquelle se portent les taux que vous avez aujourd'hui. Soit vous prenez 10% sur 100, soit vous prenez toujours les mêmes 10%, mais sur 500. Et je pense que la rentrée au bout n'est pas la même. Donc il faut absolument qu'on aille vers beaucoup plus de compétitivité de nos entreprises, de nos rentabilités et de création de richesses. Ça passe effectivement par les aides aux entreprises, si tant est qu'elles soient efficaces, bien évaluées et qu'elles visent la bonne cible. Donc on se retrouvera sur le sujet au moment du projet de loi de finances, mais je n'imagine pas, et franchement, je l'ai fait passer le message, on l'a dit notamment lors de l'audition d'Éric Lombard, je n'imagine pas un plan d'économie pour le pays sans un plan de relance économique efficace. Qui vise à créer beaucoup plus de richesses sur lesquelles se porteront les mêmes taux qu'aujourd'hui, mais qui créera une enveloppe beaucoup plus importante et qui nous permettra d'avoir des politiques publiques beaucoup plus ambitieuses. Parce que c'est par là que ça passe aussi. Voilà, je tiens sincèrement à vous remercier pour votre présence et le temps que vous nous avez consacré. Je sais qu'un certain nombre de vous ont également suivi les auditions que nous faisions régulièrement et je vous en remercie. Je remercie l'intégralité de mes collègues qui ont suivi, les vice-présidents qui m'ont remplacé les quelques fois à la présidence des auditions quand je ne pouvais pas être présent. Vraiment merci. Et puis bien évidemment notre rapporteur Fabien Gay avec qui on a mené un travail, un binôme je pense percutant et efficace. Je terminerai par l'administration bien évidemment, je voulais terminer par là. Toute l'équipe qui a été à nos côtés, qui a fait un travail méticuleux, un travail vraiment au service de l'institution et qui nous permet d'avoir un si beau résultat aujourd'hui sur le rapport qu'on vous présente et qui demande à vivre, à être connu, à faire le connaître et à faire connaître, pardon, et à faire en sorte qu'on obtienne des résultats grâce à ces rapports, qu'on ne soit pas juste 6 mois en activité et qu'ensuite ça passe plouf, mais vraiment il y a des propositions qui soient adoptées à la suite pour le bien de notre pays. Merci beaucoup.